13h en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Voyons le sommaire de ce journal. Un conclave de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Des diplomates réunis s'interrogent sur les perspectives de l'organisation à l'aube de ses 50 ans d'existence célébrés en 2025. Les représentants résidents et permanents de la CEDEAO contribueront à la réflexion globale devant aider à se pencher sur des réponses adaptées aux défis du moment. Gestion des affaires publiques dans les régions de la Côte d'Ivoire. Agents des services publics s'alignent sur l'opération de déclaration de patrimoine, une mission dans les régions menées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous parlerons aussi de sport. Les Jeux paralympiques démarrent demain. 22 sports sont au programme. Les quelques 4400 athlètes handisport, dont 5% présentant un handicap mental, s'apprêtent à participer à la 17e édition des Jeux paralympiques qui se tient à Paris jusqu'au 8 septembre prochain. Bienvenue à tous. Des journées de réflexion sur la CEDEAO après 50 ans au service de l'intégration ouest-africaine. Quelle perspective dans un monde en profonde mutation? Le sujet rassemble depuis hier une dizaine de représentants résidents et permanents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce conclave se tient en Côte d'Ivoire jusqu'au 29 août prochain, en prélude à un prochain sommet spécial sur les bases d'une organisation plus efficace au service des peuples. Le résumé de la première journée avec Mahama Traoré. Leur avis compte parce qu'ils coordonnent et supervisent au sein des États membres l'action de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les 16 représentants résidents et permanents que compte l'institution sont donc invités à partager leurs réflexions sur l'avenir de l'institution, un conclave de 4 jours qui se tient en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réalisations d'abord de la CEDEAO et ensuite comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui a été fait pendant les 50 ans, réfléchir sur quelles sont les nouvelles dispositions que nous devrions prendre afin de pouvoir donc renforcer notre communauté, aussi améliorer la participation de nos ressortissants dans toutes les activités que nous menons dans nos pays de juridiction. En plus des menaces sécuritaires et des défis économiques, la contribution des diplomates de la CEDEAO est également attendue sur le dossier sensible du moment, la volonté de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. La préférence de la CEDEAO, c'est que nous restons unis pour que les citoyens de la CEDEAO continuent de bénéficier des acquis et des réalisations qu'on a tous contribué à mettre en place. Même si éventuellement ces pays décident de quitter, il y aura toujours cette collaboration entre ces pays et les autres pays de la CEDEAO. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir ce dialogue entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES. L'enjeu de cette rencontre est de matérialiser davantage le concept de la CEDEAO des peuples. Ces réflexions préparent le terrain au prochain sommet spécial sur l'avenir de la CEDEAO, décidé par la conférence des chefs d'État en juillet dernier à Abuja, au Nigeria. Autre défi particulièrement de la Côte d'Ivoire, c'est l'assainissement de l'environnement urbain. Et pour cela, nous partons à Abobo. L'ancienne casse est définitivement fermée. Les artisans et ferrailleurs de cette casse sont enjoints de s'installer sur le site aménagé de Ndotré. Ce nouveau centre, c'est 4000 hectares donc d'espace disponible et 2000 box entreposées pour eux. Un site pour de nouvelles opportunités annoncées. Qu'en pensent donc les nouveaux occupants? Artisans et ferrailleurs s'exprime dans ce reportage de Serge Pakamdidi, commenté par Franck Quadio. Lundi 26 août, il est 10h, nous sommes à la casse d'Abobo-Ndotré, site d'installation des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador. Sur ce site d'environ 13 hectares, les aménagements vont bon train. Le site d'Abobo-Ndotré, disponible depuis 2015, présente bien de commodités. L'avantage d'être ici, c'est d'être regroupé d'abord. Tous ceux qui voudront s'acheter des pièces verront l'obligation de se diriger vers l'endroit où les pièces sont réunies. Là, les artisans vraiment ils rentrent beaucoup. Et on a pas mal de 2000 magasins qui sont construits actuellement sur le site de Ndotré. L'appel que je peux lancer, tous ceux qui ont leur boss ici, leur magasin en Ndotré, qui viennent rejoindre leur magasin. Sur les lieux, anciens et nouveaux artisans apprennent à se côtoyer. L'union fait la force, indique-t-on que ces ferrailleurs entendent conjuguer mutuellement. Je suis là depuis 2022. Le passé, on faisait toute la journée s'il n'y avait personne. On faisait toute la journée. Mais maintenant, on constate qu'aujourd'hui, lundi, là,
il y a un peu d'influence. Il faut qu'on se regroupe. Ça vaut une semaine, hein. Et puis on est là. Pour le moment, ça va. Moi, j'interpelle tout le monde de venir. Et puis on va venir, on va travailler. Inch'Allah, ensemble, ça va donner. Si tu vas marchander, si c'est bon là, de toutes les gens des clients ils vont venir. Si tout le monde vient là, ça va marcher. Mais tout n'est pas rose sur ce nouveau site. Canalisation, voirie et insuffisance de magasins sont relevés. Ce qui est un peu difficile, le problème de route. Par la ferraille, c'est la route. S'il y a une bonne route là, ça va se passer bien. On travaille dehors, on n'a pas encore gagné place. Même s'il pleut, aller là, on ne sait même pas où il faut passer. À l'origine de cette opération assainissement, la mairie d'Abobo, qui dit avoir des solutions à toutes les préoccupations. Sont disponibles 4 hectares supplémentaires, des entrepôts et 2000 box. La finalité, la construction d'une casse moderne. Depuis 2015, en réalité, les ferrailleurs devraient déménager à Ndotri. Il faut que les populations comprennent que nous ne sommes pas là pour détruire des biens privés. Nous sommes là pour aider les populations. Et le site que les ferrailleurs occupent aujourd'hui est un site approuvé. Sur l'ancien site d'Abobo-Nador, des activités de quelques ferrailleurs encore visibles avant le déménagement définitif, car ici débuteront bientôt des travaux d'embellissement de la voie publique. Du nord d'Abidjan, nous partons pour le nord de la Côte d'Ivoire où plus de 1000 chefs traditionnels de la région du Poro sont sensibilisés sur l'état civil. État civil et révision de la liste électorale, voici des notions enseignées. Une démarche administrative menée par le président du conseil régional Fidel Sarasoro, alors que 1201 chefs traditionnels de cette région du Poro, représentant 19 cantons, recevaient ce jour officiellement leur tenue d'apparat. Le compte-rendu de Ami Sissoko. S'impliquer dans la sensibilisation sur les actes d'état civil, c'est la mission assignée à tous les chefs traditionnels du Poro. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, vise ainsi l'éradication du phénomène de la non-déclaration des naissances. Invité d'honneur à cette cérémonie, Sa Majesté Nana Désiré Paul Amontanoé, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, souligne la nécessité des actes d'état civil. L'état civil est le fondement même de l'identité citoyenne et un système d'état civil fiable contribue à mieux définir les stratégies de développement humain durable. Accompagner les personnes sans papier dans l'obtention du jugement supplétif est un autre des objectifs de cette sensibilisation sur les actes d'état civil. Il s'agira de les doter de documents d'identité pour permettre l'inscription sur la liste électorale de ceux qui remplissent les conditions. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un enfant qui n'a pas d'existence légale. Cet enfant sera ainsi privé de toutes les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi décent. Il ne pourra pas non plus s'inscrire sur la liste électorale et voter. Honorable chef, je vous demande donc, dès votre retour chez vous, de recenser toutes les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance et à les encourager à aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour se faire établir un jugement supplétif d'acte de naissance. La sensibilisation sur les actes d'état civil des 1200 chefs traditionnels des 19 cantons de la région du Poro, moment aussi choisi par le président du conseil régional pour leur offrir des tenues d'apparat. Une initiative qui réjouit Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Vous êtes les garants de nos us et coutumes, de notre identité, de nos traditions. Vous assurez la transmission des connaissances que vous détenez. Pour les jeunes, vous êtes une source inépuisable de principes, de conseils, de bonnes pratiques et de valeurs. Le haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafana-Koné, le président du CESEC Dr Eugène Akaole, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly étaient tous témoins de cette double cérémonie de dotation en tenue d'apparat des garants de la tradition et de leur sensibilisation sur l'état civil.
Et voilà donc un engagement aux valeurs traditionnelles et culturelles qui contribue aux impératifs de la bonne gestion des affaires publiques. Et dans cette ambition donc, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance mène des missions spéciales dans les régions à l'effet d'enregistrer des déclarations de patrimoine des agents des services publics en fonction. On le voit avec Carmel Dia. Siège du Conseil régional des Grands Ponts, c'est une ambiance peu ordinaire qui règne ce jour dans la salle de conférence. J'ai été contactée par la Haute Autorité de la bonne gouvernance afin de déclarer mon patrimoine en tant que gestionnaire de crédit. Cette opération spéciale de déclaration de patrimoine concerne les principaux responsables des administrations locales, les élus locaux, les gestionnaires de crédits budgétaires ainsi que les autorités préfectorales en fonction dans la région. C'est déjà un pas de gagner, pour dissuader, pour rééduquer nos concitoyens pour la bonne gouvernance. À la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau, les fonctionnaires de la région du Sud Comoé sont soumis au même exercice. Le directeur du traitement des déclarations du patrimoine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance conduit les opérations. C'est la Constitution à son article 41 qui met à la charge d'un certain nombre d'agents publics l'obligation de déclarer leur patrimoine aussi bien en début de fonction qu'en fin de fonction. Et la loi prévoit des sanctions en matière de déclaration de patrimoine. Le refus de déclarer son patrimoine est une infraction qui est sanctionnée par une amende qui équivaut à 6 mois de rémunération perçue par l'agent public concerné. Cette opération, qui s'étendra à toutes les régions du pays, est une priorité pour le président de l'institution, Epiphane Zorobalo. Les agents n'ayant pu déclarer leur patrimoine au cours du passage des équipes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance devront se rendre au siège de l'institution pour se conformer à cette exigence constitutionnelle. Nous sommes dans les régions, parlons donc d'union entre les peuples. Koulongo et Lobi célèbrent leur entente désormais après des tensions survenues en 2008. Des négociations ont été menées, on le rappelle, par des leaders locaux sous l'impulsion du président du conseil régional, Kobena Nkwasi Adjoumani. Les choses reviennent donc à la normale. C'est le lieu de faire la fête. Michel Mambo et Franck Oisio nous rapportent cela. Marawi, dans la région du Gontougo, liesse populaire. Après des décennies de tensions, les communautés Koulongo et Lobi décident de fumer le calumet de la paix. Les conflits fonciers, rivalités politiques et autres divergences, sources de tensions depuis 2008, relèvent désormais du passé. Nous n'allons point ressasser ces événements douloureux, car la réconciliation et la cohésion sociale dont nous faisons mention ici est sincère et vraie, tant les acteurs ont oublié et pardonné. Chaude accolade, les deux peuples expriment ainsi leur détermination à tourner définitivement la page. Un pas de franchi vers le développement. La cohésion qu'a garanti le président Alassane à la Côte d'Ivoire a envoyé l'électricité dans cette zone, a envoyé l'eau dans cette zone, a envoyé les centres de santé dans cette zone, a envoyé le collège de proximité dans cette zone. Ce que l'union apporte, c'est le développement. Un pas stimulé par les leaders locaux sous l'impulsion du président du conseil régional du Gontougo, Kobena Nkwasi Adjoumani. Vous êtes intimement liés et vous devez continuer de l'être. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a des conflits latents, il y a lieu que nous nous retrouvions pour juguler les choses, faire la paix. Donc, chers parents, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il travaille pour vous. C'est pour cela qu'il nous a mis en mission pour vous. La réconciliation scellée, les populations n'ont pas manqué de saluer à l'occasion les actions de développement menées par le gouvernement dans la région. Voilà, donc prôner la paix et aussi créer un environnement communautaire pacifié. C'est aussi l'objectif principal de l'ONG IPUF à la tête de cette fondation internationale pour la paix et de l'unité. Jeannette Louédic définit son plan d'action rapporté par Sidonie Davila.
À l'approche des élections de 2025, l'ONG internationale IPUF, fondée aux États-Unis par l'Ivoirienne Jeannette Louedic, s'engage à promouvoir une culture de paix. Les élections sont régulièrement émaillées de contestations et de violences multiples qui se sont souvent transformées en belligérance. C'est donc face à cette recrudescence de ces crises que notre organisation a eu l'honneur d'oser. Nous avons osé monter un projet que nous avons appelé « Je crée ma paix ». L'objectif de notre ONG, c'est de créer un environnement politique, sociétal, tout paisible à l'orée de l'élection présidentielle de 2025. Dans son programme, la présidente de l'ONG, avec son équipe, prévoit de mener une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous n'écarterons pas d'évoquer les listes électorales. Nous comptons évoquer également le découpage électoral. Nous souhaitons que tous les hommes et toutes les femmes politiques, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, créent chacun leur paix interne et externe. L'un des objectifs prioritaires de cette initiative est de toucher les leaders politiques en particulier en vue de les exhorter à adopter des comportements et des discours responsables. Nous partons à présent pour la région d'Unzi où les priorités de développement sont définies et connues. En termes d'investissement, il s'agira d'accorder un grand intérêt au secteur de l'éducation nationale qui représente 56% du montant des investissements dans la région. Développement avec Kader Sogodogo. Pour l'année 2024, le Conseil régional d'Unzi a choisi Dimbokro Pouteni sa toute première session. Une réunion en présence du corps préfectoral, des chefs traditionnels. Objectif, adopter différentes décisions pour le développement de la région d'Unzi. Cette première session ordinaire du Conseil régional d'Unzi a vu plusieurs points à l'ordre du jour. Entre autres principaux points, la reconduction du bureau du Conseil et de la modification du budget qui s'élève désormais à 3 937 852 000 francs CFA. En ce qui concerne les investissements, priorité sera faite cette année à l'éducation, avec 56% des investissements. Pour le président du Conseil régional d'Unzi, Kofi Nguessan Lataï, l'esprit de cohésion qui prévaut doit être perpétué. Il faut que cette cohésion-là, on l'entretienne. C'est parce que Dieu voit que nous sommes tous préoccupés par l'avenir de notre région et qu'il nous aide à ouvrir des portes. Aujourd'hui, j'ai parlé de convention avec des partenaires extérieurs. Et avec nos amis marocains, il y a un fonds du roi et RDCI. Bientôt, les deux parties vont se retrouver pour valider la feuille de route et le plan d'action. Et à partir du plan d'action, on va dire nos besoins en financement. Et le roi du Maroc a mis en face un fonds pour financer le développement local, mais la condition, il faut être partenaire d'une région marocaine. Située au centre-est de la Côte d'Ivoire, la région d'Unzi est constituée des départements de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dimbokro, qui est son chef-lieu de région. Sa population est estimée à 260 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2021. C'est bientôt la rentrée des classes et si vous portez un intérêt au milieu de la santé, c'est le moment. Le concours direct d'entrée à l'INFAS est ouvert. L'antenne de Bouaké accueillera vendredi 2848 candidats pour des épreuves écrites dans les sections infirmiers, sages-femmes, maïeuticiens et auxiliaires de santé. On en sait plus dans cet élément de Laure Goretti et Soro Corona. Ils sont 2848 candidats désireux d'exercer en tant qu'infirmiers, sages-femmes, maïéticiennes et auxiliaires de santé à travers le concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de la santé INFAS. À l'INFAS de Bouaké, c'est en présence des autorités locales que les épreuves sont lancées. Le concours est éminemment important et le maire a tenu à ce que nous soyons là en son nom pour d'abord encourager les candidats, qu'ils abordent les sujets avec beaucoup de sérénité. C'est une évaluation, qu'ils soient rigoureux. Le concours d'entrée à l'INFAS est très sélectif. Donc, nous demandons à tous les candidats de se référer aux instructions qui sont données dans les salles. Ils sont répartis dans 3 centres à travers la ville de Bouaké. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Le sujet est bon, mais je ne suis pas stressée.
À la grâce de Dieu, ça va aller. Pour ce concours, je me suis préparé. Donc aujourd'hui, je me sens prêt pour venir compétir. Le concours direct d'entrée à l'INFAS pour la section 2024 a été officiellement lancé à Abidjan le mardi 20 août par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Des épreuves qui se sont déroulées vendredi dernier dans la ville de Bouaké. Des projets d'autonomisation et socio-économique financés dans le Gontougo. 47 jeunes reçoivent chacun 120 000 francs CFA dans le cadre d'un programme. Pour ces jeunes, il s'agira donc de participer à des activités génératrices de revenus. Reportage. 21 jeunes ayant participé aux activités d'assainissement dans la commune de Frouna dans le cadre du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO reçoivent leur chèque. Chaque bénéficiaire a reçu la somme de 120 000 francs CFA lui permettant de créer une activité génératrice de revenus. Cette cérémonie de remise des chèques à l'initiative du conseil municipal de Frouna vient récompenser 6 mois de travaux. Les bénéficiaires nourrissent déjà des projets. Mon projet, c'est la coiffure. Je vais faire mon salon stable pour que la population de Frouna sache que j'ai bénéficié le fonds de TIMO. Ces volontaires ont suivi une formation sur le civisme, la santé sexuelle et reproductive. Ils ont surtout procédé aux opérations de curage des caniveaux et de balayage des rues de la commune. Ce projet TIMO, nous avons demandé à Frouna parce que cela va permettre non seulement de nous aider à améliorer le cadre de vie de nos populations et aussi permettre à ces jeunes-là d'avoir des activités génératrices de revenus, de se montrer disponibles pour la communauté. Le sous-préfet de Frouna exhorte les jeunes à se mettre au travail afin de participer au développement de leur localité. Et c'est dans le cadre du programme du président de la République de faire de la jeunesse sa priorité. Nous leur avons donné des conseils à l'effet de mettre à profit ces fonds. Les TIMO constituent une méthodologie de mise en œuvre des projets dans lesquels la main-d'œuvre est utilisée comme ressource prédominante en occupant sainement les jeunes dans les activités de salubrité. Les TIMO restent une des réponses au chômage des jeunes et de la lutte contre la pauvreté. L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz s'engage pour une filière riz plus performante et attractive. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale donc, de cette organisation. Godefroy Okambawa nous fait le point de cette réunion. La phase 2 de la stratégie nationale de développement de la riziculture, le projet de production de semences ainsi que les élections dans les unions de base sont entre autres les points abordés au cours de cette assemblée générale ordinaire de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Réunis dans la région d'Unzi, les acteurs s'engagent pour une filière plus performante. Il a été décidé que 3 personnes par société coopérative organisée et en règle vis-à-vis des pôles, ce sont ces personnes-là qui peuvent prendre part dorénavant à toute élection ou bien à toute assemblée, en tout cas de façon organisée. Pour le mois de septembre, on a décidé tous les transformateurs de Côte d'Ivoire de se réunir à Abidjan pour une rencontre pour pouvoir situer tous les enjeux au niveau des activités de la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Autre décision assez importante prise au cours de cette assemblée, l'organisation, à l'instar de certaines filières agricoles, des journées nationales du riz en décembre prochain. Il y a cette volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire à travers les actions du président Ouattara qui nous donne aujourd'hui beaucoup d'espoir. L'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays producteur de riz, l'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui est autonome, qui est souverain en matière de nutrition alimentaire. La production nationale du riz local s'élève à 1,4 million de tonnes pour un besoin évalué à 2 millions de tonnes. Avec l'introduction de variétés à très haut rendement, les prévisions de production sont estimées à plus de 2 millions de tonnes d'ici à 2027. Le district autonome d'Abidjan lance une série de formations orchestrées par son centre d'incubation. Cette série de formations, pour l'instant, est focalisée sur la commune de Koumassi pour une première étape avec 100 femmes formées. Le point de Ismaël Evradeo et Davis Soyo. Une centaine de femmes de la commune de Koumassi à l'écoute de stratégies et de témoignages de modèles de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes à une séance de formation du centre d'incubation du district autonome d'Abidjan. Ce que je retiens,
C'est nous femmes de concrétiser nos rêves, de bouger, de savoir gérer son activité, de savoir gérer son personnel, de savoir aussi vendre. Et un entrepreneur, c'est celui qui bouge beaucoup. J'ai demandé à ce qu'on ait des coachs pour nous accompagner à savoir fumer le poisson de manière moderne. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie par cette formation pour le bien-être de la femme. Ce renforcement de capacités sert également de cadre aux initiateurs pour aborder l'édition 2024 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est une initiative qui permet aux jeunes justement de mettre en avant leur savoir-faire, de les encourager aux questions entrepreneuriales et puis de les motiver sur les questions d'excellence, de l'envie du travail et autres. Donc c'est une aubaine qu'ils doivent saisir et avoir du financement pour conduire leur projet. Et après, pourquoi pas rentrer dans notre incubateur et se faire encadrer. L'initiative occupe une place de choix dans le programme de la municipalité de Koumassi, selon son premier responsable. L'autonomisation de la femme est très importante. Et ce programme de formation entre dans le cadre de ce processus d'autonomisation de la femme. Et c'est pour cette raison que nous apportons notre soutien au district autonome d'Abidjan qui a décidé ce matin de venir former les femmes de Koumassi. La rencontre est la première d'une série qui va sillonner toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Objectif, inculquer des méthodes d'entrepreneuriat à la gente féminine. Les agro-influenceurs nous parlent d'autres méthodes d'influence, une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles en Afrique de l'Ouest qui utilisent des plateformes numériques et en ligne pour stimuler leurs ventes, mais aussi pour partager leurs connaissances et tracer les sillons dans ce secteur économique de l'agriculture. Au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser donc les plateformes numériques pour cette opportunité donc, et ces agro-influenceurs s'enrichissent. On le découvre avec Alexis Ouetraogo. Ce matin, Mam Abdou Diop tourne une vidéo TikTok. Ce trentenaire dirige depuis 2020 une petite entreprise qui gère des parcelles de terre et cultive une gamme de produits de la pastèque au mangue en passant par les oignons et les haricots. Il y a quelques années, il a entrepris de partager son activité sur les réseaux sociaux. Je faisais juste les vidéos par plaisir. Je ne savais même pas à quel impact ça avait les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de clientèle venant de l'Europe surtout, qui même à distance, ils voient ce que je fais. Au début, moi j'avais contacté un groupe qui faisait du marketing, mais bon, ça n'a aucun impact. Les gens, ils aiment ce qui est le naturel. Tu montres ce qui est vraiment ton travail et sans faire de montage, sans faire rien. Sur ses comptes TikTok et Instagram, il compte respectivement 14 000 et 2 000 abonnés. Ses bénéfices ont grimpé en flèche et sa clientèle doublé. La vente en ligne lui permet de rationaliser la chaîne de production en contournant les intermédiaires coûteux et inefficaces. Pape Ndiaye, vendeur de jus de fruits à Dakar, a rencontré Diop en parcourant son compte Instagram. Et en scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais. Nogueï Sen, 27 ans, est à la tête d'une entreprise au conseil agricole. Formée en production, elle partage des vidéos dans lesquelles on la voit donner des conseils sur la façon de cultiver, comment installer des systèmes d'irrigation ou encore agencer son champ. Je me considère comme un agri-influenceur, oui, vraiment, je me considère comme ça. Vu que je publie tout le temps des activités, seulement des activités agricoles sur la production végétale, donc je me considère comme telle. Autre point positif de ces différentes plateformes, elles permettent le partage des connaissances à l'échelle panafricaine en connectant des agriculteurs de Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Gambie et du Mali, et même au-delà. L'actualité sportive à présent. Les éléphants champions d'Afrique, 7 mois après leur sacre à la CAN 2023, remettent leur titre en jeu à travers les éliminatoires CAN Maroc 2025 qui démarreront en septembre. Pour cette campagne qualificative, le sélectionneur Faye Amers a dévoilé hier sa liste de commandos au stade Félix Houphouët-Boigny. On note donc dans cette liste le retour en sélection du jeune attaquant Amad Diallo de Manchester United. Toujours en sport, en France, la flamme des Jeux Olympiques est rallumée. Les émotions
ne demandent qu'à être ravivés. Les Jeux paralympiques de Paris se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain. 22 sports sont au programme. Et parmi les sportifs, il y a ceux en situation de handicap. Ils représentent 5% des sportifs présents à ces Jeux. Et demain soir, quelques 4400 parasportifs de 182 délégations défileront des Champs-Élysées à la place de la Concorde où se tiendra le spectacle d'ouverture des Jeux paralympiques, cérémonie qui devrait voir se produire 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, donc RTI 1. La suite de l'actualité, c'est à 15h.